Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a peu, je faisais une vidéo pour vous donner 5 raisons de ne surtout pas acheter un A7R2 en 2021. Et ben aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons de foncer griller votre carte bleue pour ce petit bijou là. Bon déjà, premier point cool avec l'A7R2, c'est qu'il a beau être vieux, on sent que Sony a quand même bien fini son produit. On a un revêtement sur le boîtier en magnésium, on a aussi de la tropicalisation au niveau du capteur qui va lui permettre de survivre aux petites éclaboussures, au fait de prendre de la poussière, ce genre de choses. Bon, le mien est tombé dans la neige quand j'ai habité au Canada. Bon, il y avait quand même un objectif fixé dessus, mais il n'a pas pris de dégâts, le capteur n'a rien eu, il n'y a rien qui est rentré. Il est aussi quand même tombé d'assez haut, il est tombé de ma bibliothèque pendant que j'étais en train de faire justement une photo pour l'autre vidéo qui présente les 5 désavantages inconvénients d'acheter un A7R2 en 2021 et il est complètement tombé comme ça, c'est-à-dire face capteur, et j'avais vraiment peur en le récupérant et en fait il n'avait pas un pet, il a très bien survécu à sa chute et comme vous le voyez il n'a pas de traces, rien du tout, donc c'est quand même un boîtier assez robuste, c'est pas non plus un truc très fragile, même si on pourrait le croire parce que ça reste quand même de l'électronique pur et dur. Il tombe quand même assez bien sous la main. Enfin après moi vous voyez j'ai des petites mains. Mais non, on sent que même si c'est un boîtier de 2015 et que c'était quand même un des premiers R, Sony l'a quand même très bien fini. Et c'est un boîtier qui, on va dire, fait professionnel avec des guillemets, même si c'est pas ça qu'on cherche et on s'en fout un petit peu. Mais il est quand même très beau, très esthétique à regarder. Ça fait quand même toujours plaisir, je pense. Petit encart pub pour vous dire de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de lâcher votre meilleur pouce bleu. Et si bien sûr vous avez envie de soutenir la chaîne, j'ai ouvert très récemment un Tipeee qui est disponible en description. Alors, autre avantage de l'A7R2, c'est sa résolution. On est sur une résolution de 42 millions de pixels. Donc ça vous permet de faire des photos d'une taille assez importante pour que vous puissiez faire un grand tirage. Et quand je dis un grand tirage, c'est pas juste un cadre dans le salon, c'est une affiche au-dessus du métro, tellement on a de résolution dans ce boîtier. Bon, après, tout le monde ne va pas tirer pour afficher dans son métro, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire beaucoup de recadrage en post-production. On va pas du tout perdre en qualité. À partir d'une photo, vous pouvez en créer 4, 5, 6, 7, 8, autant que vous voulez quasiment. Tellement vous pouvez recroper presque à l'infini dans ce genre de photos. Pour vous dire, j'ai fait une photo au Canada avec mon équipe de rugby où un des joueurs était en face et m'envoyait un ballon dans la figure pour avoir un effet un peu flou, le ballon flou, le joueur net. Et le joueur était assez loin de moi puisque je shootais avec un 85 mm. En post-production, j'ai zoomé pour être sûr que le focus sur le joueur était correct. Dites-vous que j'ai pu zoomer jusqu'à son cil et que la poussière ou le grain de poussière ou la petite particule de neige qui était sur son cil était nette. C'est pour vous dire à quel point on peut y aller dans le crop avec cet A7R2. Autre petit avantage sur l'A7R2, c'est le mode Super 35. Donc il est présent sur tous les boîtiers plein format chez Sony, mais l'avantage c'est qu'avec 42 millions de pixels, quand on va venir recropper, rezoomer dans l'image, on passe de 42 millions de pixels à 24. Donc on ne perd pas beaucoup de résolution et les photos restent assez grosses en résolution pour qu'on puisse les retravailler, recadrer assez facilement sans avoir après des gros pixels qui apparaissent un peu partout. Autre point avantageux sur cet A7R2, c'est que son capteur, donc qui est juste là, fait la mise au point, est stabilisé sur 5 axes. Ça veut dire que votre capteur va compenser très légèrement vos petits mouvements de tremblement. Et c'est pas utile qu'en vidéo, ça peut être très utile en photo, surtout quand vous allez descendre en vitesse d'obturation parce que il fait sombre et que vous n'avez pas forcément un objectif lumineux. Vous allez forcément descendre pour capter plus de lumière. Et c'est là que les micro-tremblements vont se faire sentir sur vos photos. Vous allez avoir des photos floues, mais vous allez vous dire que vous n'avez pas tant bougé que ça. Mais en fait, c'est vos micro-tremblements qui font que du coup, à l'instant T, l'image sera floue. Et c'est là où le capteur et sa stabilisation 5 axes juste vont faire le taf. Ils vont compenser très légèrement. Vous attendez pas à ce que le capteur il fasse ça non plus. C'est très léger, mais il va vous permettre de descendre un peu plus bas tout en ayant des photos toujours nettes. Bon alors, niveau prix, je sais, la photographie, l'audiovisuel de manière générale, ça coûte super cher. Mais si on essaie de nuancer un peu la chose, pour la qualité et les
paramètres et les caractéristiques que propose la C-Terre 2, c'est un excellent rapport qualité-prix. Hein. On est quand même sur un boîtier plein format, 42 millions de pixels, avec un autofocus dont je vais parler juste après, qui est quand même pas mal. Plein de petits trucs, même s'il y a des petits défauts, comme j'ai pu le souligner dans la vidéo juste avant, pour un peu moins de 2000 € en neuf. Moi, le mien, je l'ai acheté 2000 € en neuf, mais il y a 5 ans. Donc je pense que maintenant le prix a pas mal chuté. Je vous l'affiche juste là. Et vous avez un lien affilié Amazon dans la description si vous voulez aller voir le prix et si vous voulez vous en prendre un. C'est pas si cher que ça. Pour de l'appareil photo, hein, 2000 €, ça reste cher, hein, qu'on soit d'accord. Mais pour ce qu'il est capable de faire, c'est pas si cher que ça. Et si vous avez besoin d'un deuxième boîtier en complément d'un boîtier principal qui soit capable d'aller faire de la photo vraiment poussée, en soi c'est un très bon compromis la A7R II. C'est pas un A7R3, c'est vrai, c'est pas non plus un A7R4 qui est très très lourd et qui a 61 millions de pixels et qui va avoir un workflow monstrueux, mais franchement ça fait le travail, c'est un petit boîtier robuste et qui vaut toujours le coup en fait en 2021. Le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est son workflow. Alors, on va le situer par rapport aux autres nez de cette gamme, qui sont la gamme R, enfin qui est la gamme R, et qui sont la A7R3 et la A7R4. Donc, la A7R II a 42 millions de pixels, donc ça fait des fichiers RAW qui sont assez lourds, mais qui restent encore exploitables sur un PC qui tourne à peu près bien et qui pourra stocker quelques fichiers, même si je vous conseille dans tous les cas, quel que soit votre boîtier, d'utiliser un disque dur externe. N'importe lequel fera l'affaire. Moi j'ai un Samsung T5, je vais bientôt changer pour un SanDisk, mais le but c'est de ne pas stocker les fichiers sur votre disque dur interne pour éviter juste d'alourdir votre PC. Mais en soi, cette A7R II, même si les fichiers sont lourds et que le workflow va être un peu plus compliqué que sur un A7 III, il reste beaucoup plus simple à traiter que des fichiers qu'on pourrait avoir sur un A7R4 qui a 61 millions de pixels, où les fichiers sont tellement lourds que je pense qu'il faudrait un NAS en fait avec. Alors que pour un A7R II et un A7R III, vous n'avez pas forcément besoin d'un NAS, mais juste un disque dur externe. Et vous avez quand même des fichiers de qualité, en RAW compressé ou non compressé, mais avec toujours cette qualité de la gamme R et cette résolution extrêmement élevée. Alors, petit point bonus, oui, j'avais envie de rajouter un petit point bonus, c'est l'autofocus. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo où je lui ai craché dessus, je lui ai jeté des pierres comme ça en disant « Ah, c'est de la merde !» C'est pas tant de la merde que ça en fait, il faut remettre les choses dans son contexte. Ce boîtier date de 2015, il est aussi vieux que mon bac, hein. Et pourtant, l'autofocus fonctionne très bien, surtout quand on connaît ses limites. Moi, je l'utilise tout le temps, et des fois, je lui demande des choses qu'il ne peut tout simplement pas faire. Pour un boîtier de son âge, c'est logique. Aller chercher la tête d'une personne, le visage d'une personne au milieu d'une foule, il va pas être capable de le faire tout seul, il va falloir que j'aille l'aider. Le fait qu'on n'ait pas de joystick, j'en avais parlé dans l'ergonomie, ça aide pas énormément. Mais en soi, pour un boîtier de cet âge-là, l'autofocus fonctionne très bien. Comme je vous l'ai montré juste avant, avec la photo que j'ai faite pour mon club de rugby, il a fonctionné très très bien pour cette photo. Et j'étais en autofocus. Et je lui avais indiqué une zone, mais je suis pas non plus allée chercher vraiment le point précis pour lui dire, voilà, tu prends ce point-là, c'est ce point-là qui doit être net. Je l'ai laissé un petit peu travailler. Et il a très bien fait son taf. Donc pour un boîtier de 2015, je pense que si on prend des boîtiers de 2015 d'autres marques ou d'autres générations, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à avoir un autofocus aussi performant que celui de la A7R II. Si d'ailleurs vous avez des boîtiers aussi vieux que le mien et qui ont des autofocus pas trop mal, enfin si vous voulez discuter de l'autofocus, hein, venez dans les commentaires, on pourra en discuter et on pourra comparer un petit peu les autofocus de boîtiers qui datent vraiment de 5 ans et plus, on va dire. Mais vraiment, j'ai craché dessus parce qu'il faut trouver des défauts à un boîtier, c'est important. Mais pour son âge, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant vous avez tous les éléments en main pour prendre une décision, à savoir est-ce que je vais acheter un A7R II en 2021 ou pas. Personnellement, je vais garder le mien juste parce qu'il a une énorme valeur sentimentale pour moi. C'est mon premier boîtier professionnel. Il m'a vraiment donné envie de faire de la photo. Et puis, comme je l'ai dit, il n'est pas si mal que ça, il n'est pas très cher. Mais voilà, j'espère qu'avec cette vidéo et avec la vidéo précédente, j'ai pu vous donner tous les éléments que je pensais utiles pour que vous puissiez choisir ce boîtier ou non. J'adore vraiment ce boîtier, c'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter et cracher un petit peu dessus quand même, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont pas très très ouf. Mais en même temps, vous dire que c'est un boîtier de 2015 et que pour ce qu'il fait, c'est très très bien. Sur ce, moi je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de venir papoter dans les commentaires, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut!